Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous d'être sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde tous les mois. Vous cliquez sur le lien en description et vous aurez des articles de très très haut niveau avec de la vraie information que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors on va reparler d'école, de rentrée scolaire, de laïcardisation de l'école, on va parler de l'instruction en baisse, de l'illettrisme, de l'éducation sexuelle, de la délinquance. On va parler de tous ces sujets dont on ne parle pas dans les grands médias parce que visiblement il faut pas, c'est un tabou, hein, il faut surtout rien dire. Avec ça, j'ai aujourd'hui quelqu'un que j'aime beaucoup, que je reçois assez souvent d'ailleurs, Farida Belgoul. Salut Farida, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien, et toi? Excessivement bien. Eh ben tant mieux. Voilà, on essaie d'être bien. On essaye dans ce monde-là. Oui. L'école, l'école, on voit que l'État s'y attaque. Hein. D'après toi, pourquoi? L'école, c'est la République. C'est ce que Marianne vient de dire, le fameux journal que, personnellement, je ne soutiens pas. J'ai lu récemment, ce matin, un petit papier, le début uniquement, parce que pour aller plus loin, il faut être abonné, ce que je ne suis pas, grâce à Dieu. Eh bien, j'y ai appris que l'école, c'était la République. Mais quand je dis que j'y ai appris, je le sais déjà, puisque effectivement, depuis l'instauration par Jules Ferry de cette école publique qui s'est créée contre l'école de l'Ancien Régime, c'est-à-dire contre l'école catholique, eh bien, nous sommes dans une école qui est le cœur nucléaire de la République et du système de domination dans lequel on se trouve actuellement. Parce que domination, il y a, puisque nous n'avons pas, en effet, la liberté. Par exemple, si je prends l'exemple de la famille, nous n'avons pas la liberté finalement d'éduquer nous-mêmes nos enfants. Et de moins en moins. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a été un processus. Ce processus va s'aggravant et de plus en plus vite. On retire de plus en plus les enfants aux parents, en même temps qu'on met en place des politiques familiales ou du harcèlement contre les familles pour les conduire à lâcher prise concernant l'éducation des enfants pour que, parallèlement, on les accuse de ne pas être à la hauteur. L'école, c'est la République. Pourquoi? Parce que l'école, c'est la mainmise de l'État sur les enfants, c'est la mainmise sur des esprits qui ne sont pas encore matures, sur des enfants qui n'ont pas de discernement, bien évidemment, puisque par définition, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne sait pas, et s'il est détaché de sa famille, il se retrouve en prise avec une idéologie qui n'est pas celle de son milieu familial. Quand je dis qu'il n'est pas celle de son milieu familial, je veux dire par là que c'est forcément celle de l'État. En même temps, parallèlement, en possédant les enfants, on possède les mères, parce qu'on peut les envoyer travailler, être autre chose qu'une maman, qu'une femme. En tout cas qu'une épouse, femme au sens d'épouse, on l'envoie sur le marché du travail. Arrivée sur le marché du travail, elle n'est plus qu'une unité parmi tant d'autres, en rivalité d'ailleurs avec l'homme, puisqu'elle servira aussi à faire baisser les salaires de l'homme. Les salaires de l'homme baissant et celui-ci se retrouvant en rivalité avec son épouse ou avec les femmes en général, eh bien on va vers les conflits hommes-femmes et les conflits conjugaux qu'il faut que, aujourd'hui, la famille ayant éclaté, les enfants sont en danger parce qu'ils sont pris de main de maître et de maîtres négatifs dans les rouages de l'éducation nationale, et ça peut aller très très loin puisque c'est à partir de l'éducation nationale qu'on fabrique l'illettrisme et c'est avec l'illettrisme qu'on fabrique la délinquance. On a l'impression que l'école, c'est devenu une forme de bras armé de la République, certes, mais qui est la République devenue le bras armé du capitalisme, et c'est-à-dire qu'il faut créer des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas spécialement, mais qui consomment des produits, qui consomment du loisir, qui consomment aussi toutes choses, pour faire en gros tourner la machine économique. Moi, je pense que l'économie, c'est pas le problème, et c'est pas l'objectif, et c'est pas l'enjeu du système actuel. Ça va plus loin. Oui, beaucoup plus loin, et l'enjeu, il est spirituel. C'est-à-dire que nous avons affaire à une mondialisation qui n'est pas une mondialisation économique, de la même façon qu'on a eu affaire à des colonisations qui n'avaient pas le seul objectif économique dans leur cible. Ce qu'ils veulent, c'est transformer l'homme créé par Dieu. Donc je sais que je fais rigoler. C'est l'homme nouveau ? C'est l'homme, c'est l'homme nouveau. C'est plutôt l'homme, je dirais, égaré, pris dans les filets de la perversité
narcissique, où l'ego le possède à tel point qu'il n'est plus du tout en mesure de poser des actes de générosité et qui, par conséquent, n'a pas de discernement, pas beaucoup de discernement. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas tellement gagner de l'argent sur les gogos que nous sommes, parce que finalement, l'argent, ils le fabriquent. Donc ils n'ont pas besoin de notre argent pour être les plus riches du monde. Ils nous appauvrissent non pas pour s'enrichir, ils nous appauvrissent pour nous dominer, pour nous faire croire que l'argent est le moteur du monde et pour que nous courions derrière ce fric. Mais en vérité, si nous considérions les choses sainement et normalement, on devrait courir derrière la restauration de la famille et la protection de nos enfants. C'est-à-dire que l'éducation, dorénavant, c'est l'esclavage. C'est esclavage de quel point de vue? Parce que si, encore une fois, on pense à esclavage sur la seule dimension économique, c'est pas... Non, c'est un esclavage par le contrôle, un esclavage moral. C'est un esclavage spirituel. On veut nous couper de nos racines qui nous rattachent au ciel. Ça, c'est le premier, je dirais, objectif. C'est l'objectif primordial. Pour y parvenir, on nous coupe de toutes les racines secondaires. On nous coupe de notre identité. On nous coupe de nos conjoints, des éléments qui constituent notre attache à notre pays, ou à notre terre, ou à notre milieu social. Donc on fait tout pour que arriver à cet objectif primordial qui est que nous ne sommes plus des créatures créées par Dieu. Nous ne sommes que des éléments épars, dispersés, sans objectif, ni sans aucune finalité qui soit censée. Et dès lors que nous sommes réduits à n'être que des petits égos éclatés dans l'univers, eh bien effectivement, c'est le diable qui l'emporte. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire, c'est que si on veut nous détourner du spirituel, eh bien c'est parce que c'est une création satanique. C'est ça. C'est Satan derrière qui, voilà. C'est ce qu'on voit qui impose ses vues. C'est qui impose ses vues. Si on prend par exemple aujourd'hui l'immense propagande faite par les LGBT sur le transgenrisme, on voit bien qu'il y a une volonté manifestement inversée à celle de Dieu pour recréer l'homme à une autre image que celle qu'il a décidée lui. C'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui que nous avons été assignés dans un corps comme si une erreur a été commise à l'origine. Donc Dieu se trompe quand il fait de toi un garçon et quand il fait de moi une fille. Et par conséquent, l'homme, sous le contrôle de celui qu'on connaît, décide de transformer soi-disant un garçon en fille, eh bien, il est supérieur à Dieu. Il serait supérieur à Dieu. Donc on est dans un mensonge qui est phénoménal parce que, premièrement, on ne peut pas changer de sexe véritablement. On n'est que dans les apparences, on n'est que dans la boucherie, on n'est que dans la mutilation, se faire couper les seins, se faire couper le sexe, être trituré dans ses entrailles pour n'être que finalement une espèce de caricature, une parodie du sexe dans lequel on est censé soi-disant entrer après ces interventions chirurgicales et cette camisole chimique qui doit modifier nos apparences. Quand on est dans ce scénario-là, on est vraiment dans un scénario diabolique. Moi, je comprends que des gens puissent souffrir de l'état dans lequel ils se trouvent, que ce soit cet état ou un autre, mais en aucun cas, le mensonge ne peut être un remède. Et le mensonge auquel on a affaire, quand je parle de transgenrisme, c'est celui qui consiste à nous faire croire qu'on peut changer de sexe. D'ailleurs, il faut absolument renier cette expression de changement de sexe, parce que c'est une expression qui est fausse et qui renvoie à un mensonge. C'est quoi comment on devrait appeler ça? Mutilation. Mutilation, on est dans un processus de mutilation des corps pour en arriver à toucher l'être au fond de lui-même. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont pratiqué ou qui ont été sur la voie du prétendu changement de sexe se retrouvent dans une impasse qui a conduit certains d'entre eux, et qui seront de plus en plus nombreux d'ailleurs, à aller vers le suicide. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue dans une voie qui est mensongère. On ne peut pas changer de sexe parce qu'on ne peut pas, par exemple, Mike, changer la chaîne chromosomique de laquelle nous sommes tributaires en tant que sexués de cette façon-là. Et puis le cerveau est sexué de sa façon à lui également. Tous nos os également, notre peau, notre voix. Par conséquent, nous allons simplement faire en sorte, par ces apprentis sorciers, que les apparences soient modifiées, mais les apparences ne peuvent pas donner un équilibre à la personne qui s'engage dans ce mensonge. On est dans l'homme qui justement veut être Dieu, qui veut remplacer Dieu. Totalement. De toute façon, c'est le Satan
pour parler de cette façon-là. C'est le grand pervers narcissique, moi je l'appelle. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui et dans un monde qui travaille énormément à conduire les populations à la perversion narcissique. D'abord parce que nous avons, comme gouvernants, le plus souvent, des espèces de pervers narcissiques qui ne pensent qu'à leur... qui ne se perçoivent que comme le centre du monde et comme le moteur de l'histoire. Et ça, c'est une idée qui est totalement diabolique, au sens qu'elle est à l'envers, puisque le moteur de l'histoire, évidemment, ce n'est pas l'humanité, puisque l'humanité n'est pas à l'origine d'elle-même. On ne peut pas être créateur de ce sens de l'histoire dès lors que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Par conséquent, il y a Dieu à l'origine de tout. Dieu nous a procuré à diverses reprises des modes d'emploi pour fonctionner dans l'humanité, dans l'univers qu'il a créé. Nous avons craché dessus, nous crachons sur les modes d'emploi divins et nous en arrivons effectivement à considérer qu'on peut sexualiser des enfants à l'école, par exemple. Alors, on a la sexualité des enfants, mais pas que. Pas que. On a la baisse de l'instruction. Alors, c'est fabriqué. L'illettrisme. L'illettrisme est fabriqué depuis 89 officiellement. Comment ça fabriqué ? Fabriqué parce que Jospin... Par l'exécutif, c'est-à-dire que l'État impose, en gros, sciemment l'illettrisme aux enfants ? Oui, par des méthodes scientifiques qui mettent en place une impossibilité d'apprendre. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, la globalisation des enseignements, où le maître n'a plus le droit de faire des leçons, où il n'y a plus d'exercices répétitifs, où les matières comme l'orthographe, l'élocution, la grammaire, la conjugaison ont véritablement disparu des programmes pour laisser la place à tout ce qui est, à tout ce que sont les projets divers et variés, écologiques, LGBT et autres billevesées du genre. Depuis 89, c'est Lionel Jospin qui en est le signataire. Il y a une loi d'orientation, donc un texte officiel qui dit plus de cours, plus de répétition, plus de transmission en un mot. Le garçon, la fille à l'école, je dis garçon et fille à dessein, parce qu'on a affaire à des garçons et à des filles à l'école, eh bien les enfants doivent eux-mêmes rechercher leur propre savoir. Ils sont considérés comme des petits champollions, des petits chercheurs auxquels on donne des documents en histoire, en géographie, en lettres et en sciences. Et dans ces documents qui sont véritablement destinés à des adultes, parce qu'on les traite selon la norme pédocriminelle, on traite les enfants comme des adultes, eh bien à l'école aussi, en leur distribuant des archives sur lesquelles ils sont censés se pencher pour découvrir leur propre savoir, évidemment, l'exercice est impossible, puisque ce qu'il faut faire, c'est transmettre des connaissances de manière explicite. Explicite, ça veut dire donner des explications, donner des règles, expliquer les règles, les faire apprendre, les mettre en œuvre dans les matières fondamentales de la langue et du calcul. On les noie de surcroît dans une pléthore de matières qui sont plus idéologiques que scientifiques, qui ne servent à rien, auxquelles on ajoute des programmes de distraction LGBT ou de sexualisation. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à, en effet, mettre en place des cours où il est question de sexe de manière extrêmement brutale, et alors pour le coup explicite. Dans le domaine de la sexualisation, les cours sont très explicites. Dans le domaine de la langue et du calcul mathématique, par exemple, démerdez-vous les gosses. C'est-à-dire que voilà, on va dire langue et calcul, par exemple, je sais pas moi, pour apprendre la table de 3, on ne l'apprend plus. Ah, bon, on n'apprend plus, on n'apprend plus la table de 3. Alors, sur ce qu'on apprend encore, on va dire... on n'apprend plus, c'est-à-dire que, par exemple, je vais te dire ce qui se passe, on n'apprend plus à compter de la façon dont nous comptions nous à l'école. Moi, j'ai 66 ans, donc on nous apprenait très tôt les 4 opérations en même temps, de façon à ce que nous ayons une idée des liens que les nombres ont entre eux. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ce qui nous faisait comprendre ce qu'était un nombre. Aujourd'hui, on apprend à compter comme on apprend une chanson. C'est-à-dire qu'on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais on ne met pas en place dans des cours les liens entre les chiffres. On ne te dira pas facilement en classe que 4, c'est 2 plus 2. Ou c'est 2 fois 2, ou c'est 5 moins 1. Et on n'introduira pas la division avant, je crois, le CM2, alors qu'il est important d'introduire cette opération dès le CE1, le CE2, en même temps que les 3 autres opérations, pour que tous les liens entre les nombres soient bien
clair dans l'esprit de l'enfant et qu'il sache ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ça doit lui être enseigné par un maître. Or, il n'y a plus de maître. Et on reporte à plus tard l'opération de la division, par exemple, qui est une opération fondamentale et qui conduit des adolescents. Moi, j'ai eu des élèves en terminale qui savaient toujours pas faire une division. Ah, en terminale? En terminale, puisqu'on leur a jamais appris. C'est-à-dire qu'on va vous dire, c'est les Arabes et les Noirs qui foutent le bordel en classe, excuse-moi l'expression, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on enregistre un échec scolaire, un illettrisme phénoménal. En vérité, pas du tout. C'est l'État qui organise l'illettrisme dont les enfants d'immigrés ou les jeunes issus de l'immigration sont eux-mêmes les victimes. Et j'en veux pour preuve que quand je vais voyager en Afrique, dans des écoles au Burkina Faso, dans une brousse quelconque, et où je vois des maîtres avec 50 élèves par classe, avec des gamins qui se partagent une ardoise pour 3, ils savent lire, écrire et compter en langue française parfaitement. D'ailleurs, nous avons eu, à l'époque de la colonisation, lorsque les anciennes méthodes de l'Ancien Régime étaient en œuvre, de grands écrivains et de grands scientifiques issus de ces classes, justement, de coloniaux, qui pourtant étaient dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Aujourd'hui, vous avez les syndicats de gauche enseignants qui pleurent sur les moyens. Ce n'est pas une question de moyens. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, c'est une question de volonté politique de créer l'illettrisme auquel les syndicats participent et collaborent, parce qu'ils sont d'accord avec les méthodes mises en œuvre, qui ne sont pas les méthodes de transmission, mais qui sont des méthodes de devinette. C'est-à-dire les enfants doivent deviner tous les jours, et ça les fatigue énormément. Ça conduit à une indiscipline et à des incivilités en classe qui sont épouvantables. Le maître, qui n'est plus le maître, mais le professeur des écoles, se retrouve massacré par des gosses qui n'en peuvent plus, mais tout a été fait pour. Et c'est-à-dire qu'ils doivent deviner pour le calcul, mais ils doivent deviner aussi pour la lecture. Pour tout. C'est-à-dire que, Par exemple, ils doivent deviner que EAU, ça fait O. On ne peut pas le deviner, puisque c'est comme si je vous disais, mon cher ami, je suis monitrice de auto-école, je vais vous apprendre à conduire, mais je ne vais rien vous dire. Je vais vous laisser découvrir. Donc prenons la bagnole, partons, vous allez voir un panneau sens unique, vous ne savez pas que ce panneau signifie que vous ne pouvez pas emprunter cette voie. Eh bien, vous allez l'emprunter, vous allez vous frapper de face avec une autre voiture, et là on vous dira, tu vois, il ne fallait pas rentrer dans la route. Sauf que vous êtes défiguré par l'accident. Ouais. Eh bien, c'est ce que vivent nos enfants au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne. Les parents doivent entendre que leurs enfants souffrent à l'école en raison des méthodes qui sont mises en place par l'État, pour lesquelles on a formé des enseignants, notamment à l'IUFM et puis dans leurs écoles bidons, où aujourd'hui on dit qu'on forme des enseignants alors qu'on ne les forme pas, on les déforme. Pourquoi il y a une crise de recrutement des enseignants? Parce que le boulot est devenu impossible, parce qu'on est en présence d'enfants qu'on ne peut plus gérer, parce qu'on ne peut pas leur apprendre quoi que ce soit. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, EAU, bon ça fait O, et on demande à l'enfant de deviner que EAU ça fait O. Exactement. C'est-à-dire, dans quel sens tu dis ça? Tout simplement qu'on leur donne des textes dès le premier jour en CP, ils ne connaissent ni A ni B ni C, Oui. D'accord? On les met en présence d'un texte qui contient 10 000 inconnus. Ces 10 000 inconnus sont sous la forme d'un texte qui raconte une histoire, et toute la journée, le professeur des écoles, parce que celui-là, je ne peux pas l'appeler le maître. Le professeur de l'école va ressasser, répéter le texte, et à la fin de la journée, les mômes vont l'apprendre par cœur, le sauront par cœur. Ils rentreront au bout d'une journée chez eux en disant « Maman, je sais lire ». Maman, je sais lire. La maman qui n'est pas idiote va dire « Lis-moi ce mot-là » en ciblant un mot particulier du texte, et évidemment, le gamin ne pourra pas le déchiffrer. Et c'est par la fréquentation des textes, des phrases globales tous les jours que le môme va être obligé de faire l'effort absolument surhumain et inhumain, surtout parce qu'il ne respecte pas cet effort-là, le fonctionnement naturel du cerveau, c'est-à-dire le cerveau a été créé par Dieu pour fonctionner d'une certaine façon. À l'école, on fait fonctionner le cerveau à l'envers des injonctions divines, je dirais. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller avec une inconnue par séance et de rajouter une inconnue à une inconnue en donnant les explications qui permettent de construire le mot par petite unité, on donne des phrases ou des textes entières, et c'est la fréquentation des textes et des phrases globalement qui doivent conduire l'enfant à deviner que chapeau
eh bien effectivement le EAU de la fin, parce qu'il aura entendu en regardant la silhouette de chapeau, avec le maître qui dit ce mot-là c'est chapeau, eh bien que le EAU veut dire se prononce haut. Mais à aucun moment, sauf quand le maître il en peut plus parce que c'est un souk invraisemblable dans sa classe, il va balancer le secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants à l'école vivent dans le secret de la langue. On ne leur dit pas comment déchiffrer les sons. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.